Mes chers collègues, nous allons reprendre. Madame Sophie Zeller, je vous souhaite la bienvenue. Comme vous le savez sans doute, les travaux de notre commission s'articulent autour des axes que je vais rappeler. L'évaluation de la situation des mineurs d'une part et des majeurs d'autre part dans les secteurs du cinéma, de l'audiovisuel, du spectacle vivant, de la mode et de la publicité, l'identification des mécanismes et des défaillances qui permettent des violences dans ces secteurs et la définition des responsabilités de chacun. Et enfin, ce qui nous semble peut-être le plus important, la formulation des recommandations que nous pourrons faire à l'issue de nos travaux. Alors, votre direction générale a pour mission de définir, coordonner et évaluer la politique de l'État relative au spectacle vivant, donc en plein cœur du réacteur et en plein cœur de nos préoccupations. Dans un premier temps, nous souhaiterions que vous puissiez nous présenter par un court propos introductif qui ne devra pas excéder 10 minutes pour qu'on puisse avoir le temps des questions et des réponses. Les actions mises en œuvre par la DGCA dans le champ de la commission d'enquête et plus particulièrement en matière de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Et dans un second temps, la rapporteure et mes collègues auront des questions plus précises. Je rappelle que cette audition est ouverte à la presse et qu'elle est retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale. Alors, comme vous le savez aussi, avant de vous laisser la parole et d'entamer nos échanges pendant environ 1 heure, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes entendues par une commission d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Alors, je vais vous demander d'allumer votre micro et de dire « je le jure » et puis nous pourrons commencer. Je le jure. Voilà, je vous remercie et vous pouvez commencer par un propos liminaire et ensuite nous aurons et essentiellement Madame Pasquini aura des questions à vous poser. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Vous l'avez rappelé, le champ de la Direction générale de la création artistique, c'est bien la création artistique. Et donc, pour ce qui nous occupe, le spectacle vivant, je pourrais être amenée à parler du cinéma, puisqu'évidemment, il y a des nouveautés qui peuvent éventuellement être transposées. Mais évidemment, la partie cinéma est bien plus pilotée par le CNC, que vous aurez sans doute l'occasion d'auditionner. Pour ce qui est de peut-être une présentation globale des politiques publiques visant à lutter contre les violences sexistes et sexuelles côté des GCA, globalement, je dirais que ça repose sur 4 piliers fondamentalement. Le premier, c'est la politique de libération de la parole, d'écoute et d'accompagnement, dont on peut dater vraiment le début très formalisé. Ça ne veut pas dire qu'on ne faisait rien avant, mais qui s'est renforcé à partir de 2017, avec la mise en place de cellules d'écoute, sur lesquelles je serais peut-être amenée à revenir. 2 cellules d'écoute ont été mises en place. Une qui correspond aux agents du ministère de la Culture et de ses établissements publics, ce qui correspond à 30 000 agents et également 37 000 étudiants d'écoles d'art, qu'elles soient nationales ou territoriales. Et puis la cellule d'écoute qui est portée par Audience, qui a été mise en place en 2020, à destination des victimes et témoins des VHSS dans le secteur du spectacle vivant et enregistré, et qui a été mise en place par les partenaires sociaux, financés par le ministère de la Culture, pour toutes les personnes du secteur qui ne sont pas agents du ministère en tant que tel. Également, dans cette politique de libération de la parole, des actions de prévention, de sensibilisation, de formation. Et on voit aujourd'hui un secteur professionnel de plus en plus mobilisé pour qu'il y ait une remontée des difficultés et des signalements. Le deuxième pilier fondamental de la politique du ministère de la Culture, c'est la conditionnalité des aides. Le cinéma a été le premier secteur à se doter d'outils dédiés, suite à MeToo Cinéma en 2019. Dès 2020 a été mise en place la conditionnalité des aides du CNC. Et en octobre 2020, la formation des dirigeants devient obligatoire, ce qui fait que dans le cinéma, on a d'ores et déjà 6 000 professionnels qui sont formés. À compter de juillet 2024, c'est l'ensemble du collectif de travail qui doit être obligatoirement formé. Et dans le champ de la création, ça a été un petit peu décalé dans le temps. Le plan d'action a été mis en place fin 2021.
et c'est appliqué à compter de début 2022. La conditionnalité des aides fonctionne de la façon suivante. Toute structure qui reçoit une aide du ministère de la Culture, y compris pour un simple projet, s'engage autour de doit respecter 5 engagements. Le premier, c'est se mettre en conformité avec les obligations légales en matière de santé, sécurité, harcèlement sexuel. C'est un peu une évidence, mais bon, on le rappelle quand même, c'est le premier juste pour mémoire. Le deuxième engagement, c'est former la direction, les encadrants, les responsables RH et les personnes désignées référentes au recueil de la parole et à la gestion des situations de VHSS, donc une obligation de formation. Le troisième engagement, c'est de sensibiliser les équipes et organiser la prévention des risques. Le quatrième, créer un dispositif de signalement efficace et traiter chaque signalement reçu. Et le cinquième, engager un suivi, une évaluation des actions en matière de VHSS. Cette conditionnalité des aides permet un contrôle effectif. Concrètement, dès la demande de subvention, mais aussi au moment du bilan, les demandeurs doivent obligatoirement remplir un formulaire dans lequel ils fournissent un certain nombre d'informations et notamment, ils prévoient leur plan d'action. Pourquoi ? Puisque en termes de formation, par exemple, il fallait bien qu'on laisse un temps aux structures pour former leurs dirigeants, donc il y a un plan d'action qui est prévu. Dans ce cadre, à fin 2023, les structures déclarent avoir formé 1472 dirigeants et plus de 5000 salariés. Pour la saison 23-24, les structures s'engagent à former 10 420 encadrants et plus de 15 000 membres de leur équipe. Donc on voit quand même un effet de masse lié à la généralisation de cette conditionnalité. Pour ce qui est des difficultés qui demeurent, c'est souvent un besoin d'accompagnement concret qui existe pour les très petites entreprises lorsque les cas de VHSS existent. C'est peut-être un sujet sur lequel nous pourrons revenir, qui est la spécificité de ce milieu en termes professionnels. Le troisième pilier, c'est la mise en place d'outils et de ressources en appui aux professionnels. Par exemple, la construction avec l'ABDAS, qui est le principal opérateur de compétences du secteur, d'une offre de formation adaptée, puisque certes, les entreprises ont leur demande de former l'ensemble de leurs salariés, et en tout cas en priorité les équipes dirigeantes, il faut qu'ils puissent avoir rapidement accès à une offre de formation adaptée. C'est ce qui a été construit avec l'AFDAS, et des partenariats sont menés notamment avec Uniformation, le deuxième OPCO, pour que les salariés dépendants d'Uniformation puissent aussi avoir accès aux formations de l'AFDAS. Aujourd'hui, je parlais d'outils de ressources en appui aux professionnels. Aujourd'hui, on a quand même une profession qui est très mobilisée, avec des avenants qui sont régulièrement signés aux conventions collectives. Je pense par exemple pour la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles, donc tout le secteur subventionné, un avenant en septembre 2022 qui prévoit des mesures au-delà du Code du travail. Et puis également, pour la convention collective nationale du secteur privé, un accord en novembre 2023 qui renforce l'information des équipes et là aussi va au-delà des obligations. Le quatrième pilier, vous venez d'auditionner des représentants de l'enseignement supérieur, c'est le renforcement des dispositifs de lutte contre les violences et le harcèlement sexiste et sexuel dans l'enseignement supérieur, qui consiste notamment à accroître les campagnes de sensibilisation au consentement au sein des établissements de l'enseignement supérieur culture, de mener des opérations de communication au sein de ces établissements et d'accompagner les écoles dans la déclinaison à leur échelle des dispositifs ministériels. Voilà pour les grandes lignes, les 4 grands piliers de notre action. Et bien sûr, je peux préciser tous les éléments qui vous semblent nécessaires. Merci, Madame la rapporteure.